Bonjour jeunes gens, ravi de vous accueillir dans cette dernière bulle de notre programme d'histoire en seconde. Aujourd'hui, nous allons parler des blocages au sein de la société d'ordre en France jusqu'en 1789. Nous terminerons cette vidéo par les cahiers de doléances et les états généraux de 1789. Alors pour ne pas nous perdre, deux petites définitions. Un cahier de doléances, c'est un document officiel sur lequel est rédigé des revendications, des demandes, des questions destinées au roi et être prononcées devant le roi lors de la réunion des États généraux. Les États généraux, c'est une assemblée de députés élus par le peuple, issus des trois ordres, noblesse, clergé, tiers état. Et ils sont convoqués par le roi le plus souvent pour des questions financières, notamment la levée de nouveaux impôts. À cette époque, les États généraux n'étaient plus convoqués depuis 1613-1614. C'est long. Cela signifie qu'il s'agissait de régler des problèmes de blocage. Alors, pour parler de ces blocages, nous allons revoir tout ceci en trois grandes lignes. Déjà, la société d'ordre résiste aux volontés du roi par de nombreuses manières et réagit à la situation. Deuxièmement, de nouvelles revendications apparaissent et entrent en concurrence. Et troisièmement, dans les années 1780, le royaume de France traverse une crise politique qui cristallise tout ce qui précède. Alors commençons par la résistance et la réaction de la société. Et d'abord, par la seigneurie. Les seigneurs de province, c'est-à-dire les propriétaires terriens au sein de la campagne. Ces derniers, nobles de naissance ou anciens bourgeois, cherchent à revendiquer et à faire valoir leurs droits féodaux, alors que leurs revenus fiscaux diminuent. Pour cela, ils vont chercher soit à récupérer les terres concédées aux paysans et autres exploitants, soit à refaire valoir d'anciennes redevances qui sont tombées en désuétude. Ces privilèges féodaux font partie d'autres privilèges réservés à l'origine à la noblesse. Et la noblesse, à cette époque-là, a tendance à se refermer sur elle-même. Selon l'édit de Ségur, en 1781, dans cet édit de Ségur, il a été décidé que les grades les plus élevés au sein de l'armée de terre et de la marine militaire étaient strictement réservés à des nobles issus de vieilles familles de noblesse d'épée. Ce qui assure une stabilité. Sans compter que de l'autre côté, dans l'autre partie de la noblesse, les nobles d'Europe se referment également sur eux à travers la cooptation. Qu'est-ce que la cooptation, me direz-vous? C'est une pratique d'élection ou réélection des membres déjà présents. Concrètement, les membres de la noblesse de robe élisent dans les offices de nouveaux membres issus du même ordre. Les offices sont retransmis à des membres déjà présents de l'ordre de la noblesse de robe. Et comme ces offices sont de plus en plus utilisés par la noblesse de robe, elle devient de moins en moins accessible aux roturiers, aux bourgeois notamment. Donc, pour faire simple, cooptation, c'est élection aux offices des nobles de robe déjà issus de l'ordre. Bref,
les nobles vont chercher à préserver leurs privilèges. Et les roturiers, la part importante des roturiers, va chercher à préserver ses us et coutumes. N'oublions pas que nous sommes au XVIIIe siècle, à l'époque des idées des Lumières et des physiocrates. Et les ministres du roi Louis XVI, comme Turgot et Jacques Necker, sont largement imbibés psychologiquement et intellectuellement de ces idées nouvelles, notamment l'installation de clôtures autour des exploitations, ce qui bouscule les pratiques ancestrales des paysans, qui ont toujours eu l'habitude d'exploiter librement leurs terres. Et donc, là où il y a des bousculades, il y a de la réaction, de la résistance, et au moment où on a envie de défendre ses privilèges, on le revendique, ce qui nous conduit aux revendications de chaque partie des trois ordres. Et déjà, les revendications s'entrechoquent et entrent en concurrence. Et les ordres se divisent. Déjà, la noblesse et le clergé se divisent entre l'élite et la base. Le bas clergé, c'est-à-dire les curés de campagne, les moines, les abbés, reprochent aux membres du haut clergé, les évêques, les archevêques et les cardinaux, le luxe et le faste dans lequel ces derniers vivent. Les nobles de campagne reprochent exactement la même chose aux nobles de la cour de Versailles. En dénonçant ce genre de faste, ils sont assez facilement rejoints par le tiers-État dans les débats. C'est la revendication des égalités et des libertés, ce qui favorise notamment les aspirations de la bourgeoisie, qui sont largement déçues du fait notamment des cooptations de la noblesse de robe. En effet, depuis le XVe et le XVIe siècle, la bourgeoisie a toujours été une marque de stabilité dans la société d'ordre et un point de fidélité et de soutien à la monarchie. La seule condition qui permettait aux bourgeois de soutenir aussi fidèlement que ça la monarchie, c'est la possibilité de pouvoir exercer des responsabilités politiques et donc de rejoindre les élites, la noblesse notamment. Mais avec la cooptation, c'est de moins en moins possible. Les portes se ferment, tout comme les portes de la sphère publique sont fermées pour les femmes. Et oui, les femmes sont toujours reléguées à la sphère privée. On l'a déjà dit plusieurs fois. À moins d'être veuve, une femme est soumise à l'autorité de son père ou de son époux. Donc, dans la vie courante, elle doit se contenter de la sphère privée, c'est-à-dire de l'éducation de ses enfants, de leur alimentation et de l'entretien de la maison. Donc, c'est uniquement la sphère privée et ça ne doit pas et toute influence ne doit pas se voir. Alors qu'elles jouent un rôle très important, les femmes, auprès de leurs époux ou de leur père. Ça peut être d'excellentes conseillères. Ça ne doit simplement pas se voir.
les femmes aristocrates et les bourgeoises tiennent salon. Et on l'a vu la dernière fois en parlant des Lumières, les salons tenus par ce qu'on appelle donc les salonnières sont des lieux d'échange d'idées et de projets ainsi que de connaissances. Idées, projets et connaissances, tout ceci s'échange au sein de ces salons. Donc, les femmes exercent un élément central dans ces évolutions, malgré tout. Ça doit simplement rester privé et toute apparition publique peut conduire à des problèmes. Les femmes ont très souvent été au centre des intrigues de cour à Versailles. Sauf sous Louis XIV, où son autorité faisait loi. Enfin, c'était un peu moins le cas sous Louis XIV. Mais à la cour, on le sait, il y a toujours eu des complots, des conspirations, de l'inimitié, de la rancœur. Et certaines femmes vont provoquer des colères au sein de la cour que de la part du peuple, de par leur ascension sociale impressionnante et qui gêne. C'est le cas par exemple de la marquise de Pompadour, Madame Poisson, et de la comtesse du Barry. La marquise de Pompadour étant issue de la bourgeoisie, et la comtesse du Barry venant d'un milieu encore plus modeste. C'était pratiquement une fille des rues, une blanchisseuse, dirait-on. Et c'est encore plus strict ailleurs. Déjà le clergé. Il est interdit par l'Église romaine aux femmes d'accéder à la prêtrise. Encore aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et pourtant, les femmes accèdent au poste des monastères et des couvents. Et les abbesses et les prieurs influencent énormément la pratique religieuse dans la morale, la pratique économique et la pratique religieuse. Il y a beaucoup de prieurs, eux, et de sœurs qui influencent donc la pratique religieuse. Pour le tiers-état, on a également des exclusions. Et déjà, les droits des femmes se réduisent comme peau de chagrin. Leurs droits diminuent et sont de plus en plus réduits à l'image qu'on reflète d'elles, c'est-à-dire d'éternelles mineures. Et pourtant, elles parviennent à faire valoir les métiers qui leur sont dédiés, comme couturières. Vous voyez, beaucoup de revendications sont là. La défense des privilèges pour les nobles et pour les curés aussi, et plus d'égalité et de liberté pour les membres du tiers-état, pour les roturiers. Et tout ceci se fait dans un cadre de crise politique qui se cristallise dans les années 1780, mais qui a déjà commencé à se développer sous le règne de Louis XV. La critique de l'absolutisme. Souvenez-vous, nous avons fait une petite vidéo à ce sujet-là. Les parlements contestent toujours le caractère absolutiste de la monarchie, et ce, depuis que le régent, Philippe d'Orléans, leur a rendu leur droit de remontrance. Ils en usent et en abusent. Ils cherchent à devenir un corps décisionnaire, un acteur décisionnaire de haute importance, et donc exercer un pouvoir législatif permanent en s'inspirant
du modèle anglais. Et c'est pour cela que très souvent, à chaque fois même que le roi essayait de faire une réforme, les parlements bloquent les décisions avec le droit de remontrance. Et ça se ressent notamment au niveau économique et financier. Et oui, avec la guerre de 7 ans, la guerre de succession d'Autriche avant, et la guerre d'indépendance américaine, dans ces 3 guerres, issues de ces 3 guerres, où la France a été partie prenante, les caisses de l'État ont été vidées. Les dettes sont extrêmement lourdes. Il est donc nécessaire pour le roi de réformer les finances du royaume, ainsi que le système, justement, pour y aboutir. Tous les ministres des Finances et tous les surintendants des Finances, contrôleurs généraux des Finances, pardonnez-moi, tous les contrôleurs généraux des Finances qui se sont succédés et tous les autres ministres qui entourent le roi prônent cette politique de réforme, notamment l'instauration d'impôts universels payés par tous. Mais à chaque fois que ce genre de réforme a essayé d'aboutir, les parlements ont bloqué avec les droits de remontrance. En conséquence, les contrôleurs généraux des finances qui se succèdent ont été renversés. À chaque fois qu'un contrôleur général a essayé d'apporter une réforme, il a été contraint de démissionner suite au blocage. Suite à quoi le roi a appelé à l'Assemblée des notables en 1787. Une assemblée d'élus aussi, pour des raisons financières. Mais là aussi, blocage, notamment parce que beaucoup de ces notables faisaient également partie des parlements et étaient des nobles. Toujours les privilèges. Blocage. Et tout ceci aboutit à une situation critique en 1788. En plus de ces blocages et de ces dettes, les récoltes sont très mauvaises à cause des intempéries. Pluie, gel et d'autres problèmes encore. En conséquence, les prix des aliments augmentent, ce qui accentue les révoltes. Et donc, dans le cadre de tout ceci, le roi n'a plus d'autre choix que de convoquer les États généraux pour 1789. Donc les élections et la rédaction des cahiers de doléances. Et toutes les revendications qui sont en concurrence sont intégrées. Et tout va être ressorti lors de l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789. Et ces oppositions au sein de ces revendications face à un roi débordé vont être l'élément déclencheur de la révolution de 1789. Et nous en reparlerons lors de notre programme de première. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour votre prochaine vidéo et le début du programme de première, à condition que vous y arriviez. Prenez soin de vous. Bonne révision.